Il était presque minuit à Santiago quand Delphine Marchand ferma le robinet de la salle de bain, posa son front contre le carrelage froid et comprit que l'homme qui l'attendait dans la chambre n'avait jamais existé. Elle avait 41 ans, une carrière brillante, un mari à Rennes, 2 enfants qui dormaient à cette heure-là dans leur maison du quartier Saint-Martin. Elle avait traversé la moitié du globe pour une conférence de design et elle se retrouvait enfermée dans des toilettes étrangères, le téléphone serré contre sa poitrine, à chercher comment sortir d'un appartement sans que l'homme derrière la porte entende le battement de son propre cœur. Ce que Delphine avait vécu au cours des 9 jours précédents avait commencé comme une histoire qu'on se raconte à soi-même pour se sentir moins ordinaire. Cela s'était terminé d'une façon qu'aucune femme de sa trempe n'aurait jamais cru possible parce que les femmes, comme elles ne tombent pas dans ce genre de piège, c'est du moins ce qu'elles pensaient. Voici ce qui s'est vraiment passé à Santiago du Chili. Je m'appelle Delphine Marchand. Et pendant très longtemps après les événements que je vais vous raconter, je n'ai pas été capable de prononcer le nom de cette ville sans sentir quelque chose se contracter dans ma poitrine. Santiago. 5 jours prévus. Un billet aller-retour, une valise de taille raisonnable et un agenda professionnel si chargé que je n'avais presque pas eu le temps d'embrasser mes enfants en partant. Je dirige l'équipe de création d'une agence de publicité à Rennes depuis 7 ans. Mon travail, c'est de voir ce que les autres ne voient pas encore, les tendances, les dissonances visuelles, les angles qui transforment une campagne banale en quelque chose qui reste. On me consulte pour ça, on me paie pour ça, et je le fais bien. Ce voyage au Chili, c'était le Congrès international de design graphique et communication visuelle, l'un des rares événements dans mon secteur qui mérite vraiment le déplacement. Des intervenants du monde entier, des ateliers techniques, des présentations qui font évoluer les pratiques. Je m'y rendais pour la première fois. Mon vol avait décollé de Paris en début de soirée, avec une escale à Madrid. Franck, mon mari, avait géré le départ comme il gère tout efficacement, sans commentaire. Il avait préparé les sacs d'école des enfants la veille, noté mes horaires de vol dans son agenda papier et déposé ma valise dans le couloir du bas à 6 heures du matin. On s'était embrassé sur le pas de la porte. Un baiser, bref, habituel, le genre de baiser qui ne signifie plus grand-chose mais dont l'absence signifierait tout. Franck et moi vivions ensemble depuis 6 ans. Nous étions mariés depuis 11. Nous nous respections, nous nous faisions confiance, nous élevions nos enfants avec soin. Mais il y avait quelque chose entre nous qui s'était doucement calcifié au fil des années, pas de conflit, pas de rupture, juste cette coexistence polie de 2 personnes qui se connaissent si bien qu'elles ont cessé de se regarder vraiment. Je n'en parlais pas, je ne me l'avouais pas vraiment non plus. Je travaillais, je voyageais, je remplissais mes journées jusqu'au bord pour ne pas avoir à m'asseoir dans le silence de notre salon et me poser les questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Il y avait aussi cette fatigue particulière, celle que les gens de l'extérieur ne voient pas, la fatigue de toujours être la personne qui décide, qui arbitre, qui tranche. À l'agence, c'était mon rôle, et je l'assumais pleinement. À la maison, c'était devenu ma position par défaut. Non pas parce que Franck était absent, mais parce que nous avions, sans jamais l'avoir discuté, glissé vers une répartition où j'occupais tout l'espace des décisions visibles pendant qu'il gérait l'infrastructure silencieuse de notre vie commune. 2 systèmes parallèles qui fonctionnaient bien ensemble sans vraiment se toucher. Ce déséquilibre-là, je ne l'avais nommé nulle part. Ni à Franck, ni à Séverine, ni à moi-même dans mes moments de lucidité nocturne. Je l'avais simplement emporté dans mes bagages sans le savoir, traversé l'Atlantique avec lui, et posé ma valise dans un hôtel de Santiago en croyant être seul. Il y avait également, quelque part au fond de moi, une forme d'insatisfaction que j'aurais pas su articuler clairement à l'époque. Pas le malheur, j'étais pas malheureuse. Quelque chose de plus subtil et plus difficile à saisir. Le sentiment que la vie que je menais, aussi réussie qu'elle paraissait de l'extérieur, s'était progressivement réduite à une série de performances maîtrisées. La directrice artistique brillante, la mère présente, l'épouse fiable. Chacun de ces rôles, je le jouais avec compétence et même avec sincérité. Mais il s'était superposé à une telle épaisseur que je ne savais plus très bien ce qu'il y avait en dessous, si quelque chose subsistait qui n'était ni un rôle ni une fonction, qui était simplement moi. Il m'arrivait parfois, le soir, après que les enfants étaient couchés et que Franck lisait dans le salon, de rester assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane froide et ce sentiment diffus d'avoir passé la journée entière à être utile à tout le monde sauf à moi-même. C'était pas une plainte, c'était un constat. Et les constats qu'on ne transforme pas en questions finissent par s'accumuler en silence dans des endroits qu'on ne regarde plus. Santiago était donc un déplacement professionnel comme les autres, c'est ce que je me répétais dans l'avion, en parcourant le programme de la conférence sur ma tablette. 5 jours. Un contexte maîtrisé, ma langue de travail, des collègues européens, un hôtel propre dans le quartier de Providencia. J'avais aucune raison de me méfier. C'est ça le problème.
Le premier soir, il y avait un cocktail d'ouverture dans le hall du centre de conférence. Ces soirées-là se ressemblent toutes les mêmes verres de vin blanc médiocres, les mêmes conversations à mi-voix entre professionnels qui s'évaluent mutuellement avant de décider s'ils méritent leur temps. Je connaissais le rituel, je le maîtrisais, je m'étais placé près d'une des baies vitrées qui donnait sur la ville illuminée, verre à la main, à observer les interactions autour de moi avec ce regard de directrice artistique que j'éteignais rarement, même hors du bureau. C'est là qu'il s'était approché. Mathias Contreras Reyes, 36 ans, chilien de Valparaíso à l'origine, installé à Santiago depuis une dizaine d'années selon ce qu'il m'avait dit. Grand, les cheveux légèrement bouclés, une façon de tenir son verre qui suggérait quelqu'un d'à l'aise partout. Il portait une veste sombre sur une chemise blanche sans cravate, ce choix précis entre la décontraction et l'élégance qui signale, dans les milieux créatifs, qu'on a du goût sans avoir besoin de le crier. Il n'avait pas commencé par me complimenter. Ça, je l'aurais repéré immédiatement et ça m'aurait suffi pour clore la conversation. Non. Il avait commenté la présentation d'un intervenant mexicain que nous avions tous les deux écouté l'après-midi. Il avait dit quelque chose de précis et d'inattendu sur l'influence des mouvements muraux chiliens des années 70 sur le design typographique contemporain. Et j'avais répondu, naturellement sans calcul. 2 heures plus tard, nous étions toujours à la même fenêtre. Nous avions parlé de Neruda pas comme référence convenue, mais comme quelqu'un qui avait réellement lu, qui pouvait citer de mémoire des vers que je ne connaissais pas. Nous avions parlé de la façon dont la couleur fonctionne différemment selon la lumière de chaque continent. Il avait évoqué un designer chilien dont je n'avais jamais entendu le nom, Vicente Larrea, et m'avait décrit son travail avec une précision qui m'avait donné envie de rentrer à l'hôtel pour le chercher immédiatement. Il s'était présenté comme consultant indépendant en communication visuelle conférence, entreprise internationale, quelques projets personnels en parallèle. Crédible. Cohérent avec le contexte. Je n'avais eu aucune raison de vérifier quoi que ce soit. Ce soir-là, je suis rentré seul à l'hôtel. Il m'avait pas proposé de prolonger la soirée. Il avait simplement dit, en récupérant ma veste que je lui avais confiée pour avoir les mains libres, pour gesticuler, demain matin, il y a un atelier sur l'identité visuelle des marques émergentes. Vous y serez? J'avais dit, oui. J'avais pas dormi de la nuit. C'était pas le désir qui m'avait tenu éveillé ou, du moins, pas seulement, c'était quelque chose de plus difficile à nommer, une sensation d'avoir été regardé différemment, pas évalué dans ma fonction, pas considéré dans mon rôle d'épouse ou de mère, regardé comme une personne entière, avec des pensées qui méritaient d'être suivies jusqu'au bout, des opinions qui déclenchaient de vraies réactions. Cette sensation-là, je l'avais cherchée depuis si longtemps dans ma vie quotidienne que sa soudaine présence m'avait désorienté comme une lumière trop forte après une longue nuit. J'aurais dû reconnaître le danger dans cet éblouissement, je ne l'ai pas reconnu. Le lendemain matin, j'étais arrivé à l'atelier avec 10 minutes d'avance, ce qui ne m'arrivait jamais dans ma vie professionnelle habituelle où j'étais perpétuellement en retard d'une réunion sur l'autre. Mathias était déjà là, assis au 2e rang, un carnet ouvert devant lui. Il avait levé les yeux quand j'étais entré, et quelque chose dans ce regard bref, naturel, sans surenchère, avait suffi à m'installer avec la certitude tranquille que la soirée précédente n'avait pas été un accident. Cette certitude-là était le premier fil du piège. Je l'ai compris bien plus tard. Ce qui s'est passé au cours des 4 jours suivants, je vais vous le dire clairement, parce que je n'ai plus la patience des euphémismes. Mathias m'a séduite avec une précision que je n'ai comprise que bien après. Chaque conversation semblait naturelle, chaque invitation semblait venir de moi autant que de lui. Il ne forçait rien, il créait les conditions dans lesquelles je forçais moi-même les portes. Le 2e soir, nous avions dîné ensemble dans un restaurant du quartier Bella Vista à sa suggestion, présenté comme une évidence géographique. Le 3e jour, il m'avait emmené voir un quartier de fresques murales à Yungay qu'aucun guide touristique n'aurait mentionné. Le 4e soir, j'étais pas rentré à l'hôtel. Je vais pas vous raconter les détails intimes. Ils sont pas le sujet. Le sujet, c'est ce que je ressentais et ce que je ne ressentais pas. Je ressentais pas de culpabilité, ce qui m'a terrorisé plus tard quand j'y ai repensé. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'impression d'être vu. Pas évaluée, pas efficiente, pas utile. Vue. Mathias me posait des questions sur moi, pas sur mon agence, pas sur mes clients, sur moi. Ce que je lisais, ce dont j'avais peur, ce que je regrettais. Et moi, qui passe ma vie professionnelle à décoder les intentions cachées derrière les images, j'ai pas vu que ces questions étaient une cartographie. Qu'il relevait mes failles une par une, soigneusement comme un géologue qui cherche où le sol est le plus friable. Il y avait dans sa façon d'écouter quelque chose que je n'avais pas rencontré depuis longtemps, une qualité d'attention qui donnait l'impression que chaque mot que je prononçais avait du poids. Les gens
dans ma vie professionnelle, m'écoutaient pour réagir, pour valider ou corriger, pour positionner leurs propres réponses. Mathias écoutait autrement, ou du moins, c'est ce que je percevais. Il laissait des silences après mes phrases. Il reprenait des choses que j'avais dites des heures plus tôt, des détails apparemment anodins, et les intégrait dans la conversation suivante comme s'il avait habité entre-temps. Il pratiquait également quelque chose que j'ai mis longtemps à nommer et que Isabeau m'a aidé à identifier lors de nos séances. Je l'appelle la validation par l'écho. Il répétait mes propres formulations, légèrement transformées, comme si elles lui avaient appartenu. Quand je disais que je trouvais la typographie helvétique surestimée, il acquiesçait en ajoutant une nuance qui semblait prolonger ma pensée plutôt que la reproduire. Ce mécanisme crée une impression de complicité intellectuelle rare, de rencontre véritable entre deux esprits qui fonctionnent de la même façon. En réalité, c'est un miroir. Vous ne voyez pas, l'autre vous voyez embelli et confirmé. Et rien n'est plus addictif que d'être enfin comprise par quelqu'un qui nous ressemble. C'est l'arme la plus sophistiquée qu'il possédait. Pas son physique, pas son intelligence réelle ou simulée. Cette capacité à faire sentir à une femme qu'elle est, pleinement là. Il y avait aussi une chose que j'ai remarquée sans en comprendre l'importance sur le moment. Mathias ne parlait presque jamais de lui-même spontanément. Quand je posais des questions directes sur son passé, sa famille, ses projets, il répondait avec une chaleur et une précision apparente, mais les réponses restaient toujours dans une zone générale, suffisamment détaillée pour convaincre, jamais assez spécifique pour être vérifiable. Il évoquait une mère à Valparaiso qu'il appelait tous les dimanches, un appartement qu'il avait occupé pendant 8 ans dans un quartier dont il connaissait chaque boulangerie, une rupture douloureuse quelques années plus tôt avec une femme dont il citait le prénom avec une discrétion mélancolique. Tout cela sonnait juste, tout cela était probablement faux dans ses détails. Mais dans l'atmosphère de ces premiers jours, je n'ai pas cherché à vérifier. On ne vérifie pas quand on ressent. Au 5e jour, le jour où mon vol retour était prévu, je me suis réveillé dans son appartement du quartier de Ñuñoa et j'ai ouvert mon ordinateur pour annuler mon billet. J'ai inventé un prétexte professionnel en 1 heure, un brief client fictif, une réunion de suivi à distance, quelques échanges par messagerie avec Séverine pour consolider l'histoire. Séverine, qui me connaissait depuis 12 ans, avait répondu avec sa franchise habituelle. « C'est bizarre, tu avais dit que tout était réglé avant ton départ. Mais si tu as besoin... » J'avais lu son message, j'avais ressenti quelque chose d'indéfinissable, pas tout à fait de la honte, pas encore, et je l'avais fermé sans répondre vraiment. J'avais prolongé mon séjour de 4 jours. Ce prolongement, personne ne me l'avait demandé. C'était ma décision, libre et entière. C'est l'élément que j'ai mis le plus longtemps à intégrer par la suite, et c'est précisément ce sur quoi Mathias comptait. Son appartement était beau. Pas ostensiblement, juste assez. Des livres sur les étagères, des plantes, de la lumière naturelle le matin, un disque de vinyle posé sur une platine, de la vaisselle dépareillée dans un sens qui paraissait naturel plutôt que négligé. J'avais regardé cet espace avec mon œil de directrice artistique et j'avais pensé quelqu'un d'authentique vit ici. C'était exactement ce que cet appartement était conçu pour communiquer. J'ai su plus tard, grâce aux informations que Rojas avait partagées avec l'ambassade, que l'appartement était loué depuis moins d'1 an et que Mathias l'avait meublé et décoré dans un délai de 3 semaines après son arrivée dans cet immeuble. 3 semaines pour construire un décor de vie cohérent, authentique en apparence, capable de tromper l'œil d'une directrice artistique professionnelle. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu une réaction que je n'attendais pas, une forme involontaire d'admiration technique, immédiatement suivie d'une nausée profonde. Les enquêteurs avaient également retrouvé, dans un tiroir fermé à clé de la chambre, une série de carnets, pas des journaux intimes, des carnets de travail. Chacun portait sur sa couverture un prénom féminin et une nationalité. Certains étaient épais, remplis sur plusieurs mois. D'autres, plus minces, correspondaient à des tentatives avortées. Dans ces carnets, Mathias notait ses observations avec une minutie déconcertante. Les réactions de ses cibles à certains sujets de conversation, les points de résistance, les leviers émotionnels qui avaient fonctionné, ceux qu'il fallait éviter. Il notait les prénoms des enfants, des maris, des amis proches. Il notait les professions, les salaires estimés, les habitudes de dépenses. Mon carnet à moi, celui que Rojas m'a décrit, semble montrer. Par égard, faisait une 20aine de pages. Il avait commencé à prendre des notes sur moi dès le premier soir du cocktail. Les 2 premiers jours de ma prolongation ont ressemblé à ce qu'une femme en train de se raconter une belle histoire s'attendrait à vivre. Nous explorions la ville, nous mangions bien, nous parlions jusqu'à des heures impossibles. Mathias avait cette façon de rendre chaque moment légèrement irréel,
pas de façon romanesque et convenue, mais comme si Santiago existait dans un autre fuseau horaire que le reste de ma vie. Et c'était exactement ça. C'est ça que j'avais pas compris. Le 8e jour de mon séjour, le 3e de ma prolongation, le décor a changé. Mathias était rentré plus tard que prévu, visiblement préoccupé. J'avais remarqué la tension dans ses épaules, la façon dont il avait posé son téléphone face cachée sur le comptoir de la cuisine. J'avais demandé ce qui n'allait pas. Il avait hésité, une hésitation qui, je le comprends maintenant, avait été répétée, puis il avait parlé. Un client qui l'avait pas payé pour un projet livré 2 mois plus tôt. Son loyer dû en fin de semaine. Une situation passagère, il l'assurait, mais concrètement urgente. La somme en jeu, 800 €. Je l'avais regardé. J'avais pensé à mon compte en banque, à ce que représentait cette somme pour moi, et j'avais pensé à cet homme qui m'avait offert 9 jours d'une intensité que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais dit, je vais faire un virement. Dis-moi tes coordonnées. Il avait refusé dans un premier temps, bien sûr. Il avait dit que c'était pas pour ça qu'il m'en parlait, que c'était embarrassant, qu'il trouverait une solution. J'avais insisté. Il avait finalement accepté avec une gratitude qui m'avait semblé sincère. Ce soir-là, j'avais effectué le virement depuis mon application bancaire. 800 €. J'avais refermé l'application sans y repenser. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, et que j'ai compris bien plus tard avec l'aide d'Isabeau, c'est que ce premier virement n'était pas qu'une transaction financière. C'était un test de franchissement. Mathias vérifiait non seulement que j'étais disposé à donner, mais surtout comment je réagissais après. Est-ce que je regrettais? Est-ce que j'en parlais? Est-ce que je devenais méfiante? Ma réaction naturelle, sans calcul, sans lendemain, lui avait confirmé que je pouvais passer à la phase suivante. Il y avait aussi dans cette demande une mécanique psychologique que j'aurais dû reconnaître, mais que le contexte émotionnel avait complètement obscurci. La somme était modeste, assez pour être payable sans effort, assez pour un refus aurait semblé mesquin par rapport à ce que nous vivions. Elle était accompagnée d'une gêne apparente de sa part, ce qui retournait la situation. C'était lui qui était en position d'infériorité, lui qui avait besoin, lui qui s'exposait en demandant. Et moi, en payant, je n'étais pas la victime d'une escroquerie. J'étais la femme généreuse et forte qui aidait l'homme qu'elle aimait traverser un moment difficile. Cette inversion de la dynamique de pouvoir était soigneusement construite, je l'ai comprise trop tard. 2 jours plus tard, nouvelle urgence. Cette fois, une avance demandée par son propriétaire pour sécuriser le bail des 3 mois suivants. Son contrat de location avait une clause particulière, une situation spécifique au marché locatif chilien, m'avait-il expliqué avec un geste vague et des mots techniques que je n'avais pas questionnés. 1200 €. J'avais payé. Il y avait eu une 3e demande le lendemain. Un problème avec un matériel professionnel indispensable à un projet urgent. 400 €. Et j'avais payé encore, mais cette fois avec quelque chose qui n'était plus tout à fait de la générosité. Quelque chose de plus proche de la mécanique. Comme si refuser aurait signifié reconnaître que les 2 fois précédentes avaient été une erreur. Au total, en l'espace de 4 jours, j'avais transféré 2400 € à un homme que je connaissais depuis 9 jours. Je ne l'avais dit à personne, même pas à moi-même, vraiment. Ce silence-là, cette incapacité à nommer ce qui se passait, même intérieurement, était lui aussi une construction. Isabeau m'a expliqué que les personnes engagées dans ce type de relation développent une forme de dissociation cognitive. Elles maintiennent simultanément 2 lectures contradictoires de la situation sans jamais les confronter directement. D'un côté, la version émotionnelle, cet homme est réel, ce que nous vivons est authentique, ces sommes sont des gestes d'amour. De l'autre côté, une conscience plus froide, enfouie, qui commence à percevoir les incohérences, mais que la première version écrase systématiquement avant qu'elle puisse former une pensée complète. C'est pas de la naïveté, c'est de la survie psychologique, le cerveau protège ce à quoi il tient en évitant les informations qui le menacent. Le 9e jour, le dernier jour de ma prolongation, mon vol retour était prévu pour le lendemain matin. Mathias était rentré tôt dans l'après-midi. J'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur, en train de préparer des notes pour une réunion de rentrée à l'agence. Il s'était assis en face de moi. Son expression avait changé. Pas brutalement, graduellement, comme une lumière qu'on baisse sur un rhéostat. Le sourire était là, mais il n'atteignait plus ses yeux de la même façon. Il avait posé son téléphone sur la table, écran vers le haut, et m'avait regardé. Sur l'écran, il y avait une photo de moi. Je ne vais pas décrire cette photo en détail. Je vous dirai seulement qu'elle avait été prise à mon insu, dans cet appartement, lors de l'une de nos nuits ensemble. Qu'elle était d'une clarté qui signifiait que la prise de vue n'avait pas été accidentelle. Et que cette photo, entre les mains d'un homme que je ne connaissais pas vraiment, dans un pays étranger, représentait une menace dont l'ampleur m'est apparue en une fraction de seconde. Mathias avait parlé doucement, presque calmement.
Il n'avait pas crié, il n'avait pas menacé avec des mots violents. Il avait simplement énoncé, avec la précision d'un comptable, ce qu'il avait et ce qu'il pourrait en faire. Mon agence, mon mari, mes collègues, des noms, des adresses de messagerie, les réseaux sociaux de mes enfants. Il connaissait leurs prénoms. Je sais pas comment j'ai réussi à rester assise. Je sais pas comment ma voix est restée à peu près stable quand j'ai répondu que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je sais pas ce qu'il lisait sur mon visage à ce moment-là, mais apparemment pas assez pour m'arrêter. Ce que j'ai ressenti dans ces quelques secondes entre la table et la salle de bain n'était pas de la panique, ou plutôt c'était une panique si complète qu'elle avait atteint une sorte de clarté paradoxale. Mon cerveau avait cessé de produire des émotions pour se concentrer sur une seule question. Comment sortir? Pas dans 1 heure. Pas après avoir négocié. Maintenant, ou le plus tôt possible. Il y avait aussi, dans cette clarté soudaine, quelque chose d'autre que je n'attendais pas, une forme de colère froide, profonde, qui n'avait encore aucune cible précise, mais qui était là, solide sous la panique comme une fondation sous un bâtiment en feu. Cette colère allait devenir, dans les semaines et les mois suivants, l'une des ressources les plus importantes de ma reconstruction. Mais à ce moment-là, dans cette salle de bain étrangère, je n'en savais encore rien. Je savais seulement qu'elle me maintenait debout. J'ai fermé la porte à clé, j'ai ouvert le robinet, et j'ai appelé Franck. Mon mari a décroché à la 3e sonnerie. Il était un peu plus de 23 heures à Santiago, ce qui signifiait qu'il était près de 3 heures du matin à Rennes. Je m'en étais même pas rendu compte. J'ai parlé vite, à voix basse, sans ordre particulier. Je lui ai dit où j'étais, ce que j'avais fait, ce qui se passait. Je lui ai dit les montants que j'avais virés. Je lui ai dit les photos. Je lui ai dit que j'avais peur. Franck n'a pas dit un mot pendant que je parlais. Pas un seul. Quand j'ai fini, il y a eu un silence de quelques secondes, les pires secondes de ma vie à ce moment-là. Puis sa voix, étrangement posée. « Tu es en sécurité, là où tu es maintenant ?» J'ai dit oui. « Reste dans cette pièce. Je rappelle dans 20 minutes. » Il a raccroché. J'ai attendu avec le robinet qui coulait, et le téléphone serré si fort dans ma main que mes articulations avaient blanchi. Dans ce silence de salle de bain avec le bruit de l'eau, les sons de la rue chilienne qui montaient par la fenêtre entr'ouverte, et de l'autre côté d'une porte, un homme qui attendait, j'ai pensé à mes enfants. Pas de façon dramatique, pas avec des images de catastrophe, juste leur visage le matin, encore endormi, quand je passais dans leur chambre avant de partir au travail. Cette image m'a traversé comme quelque chose de physique. Et j'ai décidé que, quoi qu'il arrive dans les heures suivantes, je rentrerai. Franck a rappelé 10 à 7 minutes plus tard. Il avait trouvé le numéro d'urgence de l'ambassade de France à Santiago. Il avait appelé, et une femme, l'attachée consulaire Marie-Hélène Vassot, avait pris l'appel malgré l'heure. Marie-Hélène, 50 ans, voix posée, efficace, lui avait demandé mon adresse exacte, le nom de l'immeuble et le numéro de l'appartement. Franck me les avait repassés. Marie-Hélène Vassot m'a parlé pendant 11 minutes. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas rassuré, avec des formules vides. Elle m'a donné des instructions précises dans un ordre précis, en vérifiant à chaque étape que je comprenais. Sa clarté, dans cet état-là, était la chose la plus précieuse qu'on m'ait jamais offerte. Ce que j'ai appris sur elle dans les jours suivants m'a profondément marqué. Elle n'avait pas simplement répondu à un appel de nuit par devoir professionnel. Elle avait, au fil de ses années à l'ambassade, développé une expertise informelle dans les situations impliquant des ressortissantes françaises piégées à l'étranger dans des contextes relationnels. Elle tenait des notes personnelles sur les schémas récurrents, les typologies de manipulateurs, les erreurs procédurales qui laissaient les victimes sans recours. Ces notes n'avaient aucun caractère officiel, elles n'existaient que dans ses carnets, dans son bureau, à côté de sa tasse de café froid. Mais elle lui avait permis, en écoutant Franck pendant 3 minutes, ce soir-là, de reconnaître ce qui se passait avant même que je lui ai dit un mot. Simultanément à notre conversation, Marie-Hélène avait contacté l'inspecteur Pablo Rojas, de la brigade des crimes contre les personnes de la police d'investigation de Chile. Pablo Rojas, 47 ans, avait un dossier ouvert sur Mathias depuis 8 mois, 3 plaintes antérieures de femmes étrangères, 2 allemandes, une canadienne, jamais assez d'éléments pour aboutir. Les victimes étaient rentrées dans leur pays avant que la procédure puisse avancer. Les dossiers dormaient. Quand Rojas a reçu l'appel de Marie-Hélène, il a répondu en moins de 3 minutes. Les instructions de Marie-Hélène étaient simples dans leur formulation, terrifiantes dans leur implication. Je devais sortir de cet appartement sans que Mathias comprenne que je ne reviendrais pas. Je devais laisser ma valise, mon manteau, prendre seulement mon sac à main, passeport dedans, téléphone dedans, et prétexte de sortir pour aller chercher quelque chose, une pharmacie, un distributeur. N'importe quelle raison banale. J'ai ouvert le robinet en grand pour couvrir le son de ma propre respiration pendant les 30 secondes qu'il m'a fallu pour décider que j'étais capable de faire ça. Je suis sorti de la salle de bain. Mathias était dans le salon, le téléphone à la main.
Je lui ai dit que j'avais besoin d'air, qu'on pourrait continuer à parler dans 1 heure, que j'avais besoin de marcher un peu pour réfléchir. J'ai dit ça, j'ai prononcé ces mots avec une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Il m'a regardé. Il a dit « Je serai là ». J'ai pris mon sac, j'ai descendu les escaliers et j'ai marché jusqu'au coin de la rue. Une voiture consulaire était garée à 200 mètres, un homme en civil dans la rue. J'ai continué à marcher jusqu'à la voiture. La portière s'est ouverte. Je suis monté. J'ai regardé droit devant moi pendant que la voiture démarrait et j'ai pas retourné la tête une seule fois. Mais je vais vous dire ce que j'ai jamais dit à personne, pas même à Isabeau dans les premiers mois. Pendant les quelques secondes qui ont séparé le moment où j'ai fermé la porte de l'immeuble et celui où j'ai atteint la voiture, j'ai failli faire demi-tour. Pas parce que j'avais peur des conséquences, pas parce que je doutais de la décision que j'avais prise, mais parce qu'il y avait encore, quelque part dans ma poitrine, une partie de moi qui voulait pas que ce soit fini, qui voulait que la version de l'histoire, dans laquelle cet homme était réel, soit la vraie. Cette partie-là, je l'ai laissée derrière moi sur ce trottoir de Santiago. Et j'ai continué à marcher. 22 minutes plus tard, selon ce que m'ont dit les enquêteurs après coup, Mathias a commencé à appeler mon numéro. Le téléphone sonnait dans le vide. Marie-Hélène m'avait conseillé de ne pas répondre et de bloquer le numéro dès que je serais en sécurité. Je l'avais bloqué dans la voiture, les mains tremblantes. Quand il a compris que je ne reviendrais pas, il a tenté de quitter l'appartement avec son téléphone et un sac préparé à l'avance. 2 agents de la PDI l'attendaient dans le couloir. L'un d'eux avait travaillé avec Rojas sur les 3 dossiers précédents. Il connaissait le visage de Mathias avant même de frapper à la porte. L'arrestation a duré 40 secondes. D'après ce que m'a raconté Rojas, lors de notre entretien le lendemain, Mathias n'a pas résisté. Il a regardé les agents avec une expression qu'on m'a décrite comme presque calculatrice, comme s'il évaluait encore, même à ce moment-là, ce qui lui restait à négocier. Son téléphone contenait des dossiers. Pas des photos en vrac, pas des fichiers épars, des dossiers organisés, chacun portait un prénom et une nationalité, 6 dossiers en tout. Photos, montant extorqué, chronologie détaillée, numéro de compte. Il tenait une comptabilité de ses victimes comme un carnet d'affaires avec la même rigueur froide, la même attention aux détails. Mon dossier portait mon prénom et la mention FR pour France. J'ai appris ça dans les bureaux de l'ambassade. Le lendemain matin, la gorge sèche et les mains qui n'arrêtaient pas de trembler, avec Marie-Hélène en face de moi et une tasse de café que j'ai pas touchée. Ce que j'ai découvert sur Mathias dans les jours suivants a changé la façon dont je regardais les 9 jours que je venais de vivre. Mathias Contreras-Reyes n'était pas consultant en communication visuelle. Il n'avait aucun client, aucun contrat, aucun projet professionnel réel. Il fréquentait les événements professionnels internationaux à Santiago depuis plusieurs années parce que ces événements attiraient exactement le profil qu'il cherchait. Des femmes actives, étrangères, temporairement déplacées hors de leur environnement habituel. Des femmes dont la compétence professionnelle créait une confiance en soi qui les rendait paradoxalement moins méfiantes dans leur vie personnelle. Il ne ciblait pas des femmes fragiles. Il ciblait des femmes fortes. Joja me l'avait expliqué lors de notre entretien avec l'aide d'une interprète. Les femmes qu'il choisissait avaient toutes les mêmes caractéristiques. Mariées ou en relation stable, poste de responsabilité, habituées à voyager seules, assez à l'aise financièrement pour que des petites sommes semblent anodines. Et surtout jamais en détresse visible, parce qu'une femme en détresse se méfie. Une femme qui réussit se croit invulnérable. Et l'invulnérabilité dans ce type de situation, c'est la faille la plus exploitable qui soit. Il avait également une façon précise de gérer la temporalité. Le premier soir, séduction intellectuelle, aucune tentative de rapprochement physique. Cela crée une impression de rareté, de respect, qui différencie immédiatement Mathias de l'archétype du séducteur ordinaire. La progression émotionnelle était lente et calibrée, jusqu'au moment où c'était la victime elle-même qui franchissait le palier suivant, convaincue d'agir librement. La prolongation du séjour était un élément clé de sa méthode. Toujours. Chacune de ces 6 victimes précédentes avait prolongé son séjour de sa propre initiative. Parce que un séjour prolongé par la victime signifiait plusieurs choses simultanément. Elle était émotionnellement investie, elle avait déjà menti à son entourage pour justifier l'extension, elle portait donc une part de responsabilité perçue qui la rendrait moins prompte à dénoncer ce qui surviendrait ensuite. C'était une architecture. Chaque élément avait été pensé. Roja m'avait également montré la liste des événements professionnels auxquels Mathias s'était rendu au cours des 3 dernières années. Des dizaines de conférences, de salons, de forums, dans des domaines aussi variés que la communication, la finance, l'architecture, le tourisme. Il avait appris à tenir des conversations crédibles dans chacun de ces secteurs. Il avait des livres chez lui sur chaque domaine, des livres suffisamment lus pour pouvoir citer, mais jamais assez pour qu'un vrai professionnel ne détecte les limites au bout de quelques minutes.
Avec moi, il n'avait jamais atteint ses limites, parce que nos échanges n'avaient jamais été des interrogatoires, c'était des conversations. Et dans une conversation, on ne vérifie pas, on ressent. Ce que Rojas m'a dit à la fin de notre entretien, et qui m'a longtemps accompagné, c'est que Mathias aurait probablement réussi encore 2 ou 3 fois avant qu'une victime reste suffisamment longtemps sur place pour permettre une arrestation. Le modèle fonctionnait précisément parce que ces victimes rentraient chez elles. La distance les réduisait au silence. Honte, peur des répercussions familiales, conviction que personne ne les croirait autant de murs qu'ils n'avaient même pas eu à construire. Ils existaient déjà dans la tête de chaque femme qu'il avait piégée. Ma seule chance avait été de ne pas être seule dans cette salle de bain. D'avoir un mari qui avait décroché à 3 heures du matin sans poser de questions, d'avoir une attachée consulaire qui connaissait le schéma avant que je le lui décrive. Séverine avait su, ou presque avant même l'appel de Franck. Elle me l'a dit 6 mois plus tard, un soir, autour d'une bouteille de vin qui s'est terminée à 4 heures du matin. Ces messages, au fil des jours, les miens, de plus en plus rares, avec un ton qu'elle n'arrivait pas à identifier, mais qui sonnait faux, l'avait rendue de plus en plus inquiète. Elle connaissait mon rythme de communication, elle connaissait ma façon d'écrire. Et quelque chose ne correspondait pas. Le dernier message qu'elle avait reçu de moi avant le silence de 31 heures, c'était une photo de l'intérieur d'un appartement avec un simple symbole de soleil. Elle avait regardé cette photo longtemps, puis elle avait appelé Franck. Le témoignage de Séverine sur la chronologie de mes messages avait permis aux enquêteurs de la PDI de reconstituer avec précision les différentes phases de la manipulation. Son observation méticuleuse avait confirmé plusieurs éléments de l'accusation. Elle n'a jamais posé de questions sur Santiago. Jamais. Pas une seule fois depuis que je suis rentré. Elle a attendu. Et quand je suis venu vers elle, 6 mois après, elle a simplement dit « Je t'écoutais, ça fait longtemps ». Ce que je comprends maintenant de la façon dont Séverine a géré cette période, c'est que elle a fait la chose la plus difficile qui soit pour quelqu'un d'aussi franc qu'elle. Elle a renoncé à son besoin de comprendre pour préserver mon besoin de temps. Elle avait ses questions, je les connaissais, je les aurais eues à sa place, et elle les a gardées pour elle patiemment pendant 6 mois jusqu'à ce que je sois prête à y répondre. C'est une forme d'amitié que peu de gens sont capables d'offrir et que j'ai mis des années à vraiment mesurer. Catalina Fuentes habitait l'appartement juste en dessous de celui de Mathias, 44 ans, chilienne, secrétaire dans une école primaire du quartier. Elle avait vu défiler suffisamment de femmes étrangères dans les couloirs de l'immeuble pour comprendre le schéma depuis longtemps des femmes arrivées les mains vides et reparties les yeux rouges, des valises que Mathias sortait parfois lui-même vers l'ébène à ordures quelques jours après le départ de ses invités. Catalina ne m'a pas connu. Elle n'a appris mon existence qu'après l'arrestation. Mais quand les agents de la PDI ont frappé à sa porte pour lui poser des questions, elle avait ouvert sans hésiter et parlé pendant 2 heures. Elle avait observé, mémorisé et attendu le moment où quelqu'un viendrait poser les bonnes questions. Ce qui m'a frappé quand Rojas m'a décrit le témoignage de Catalina, c'est la durée de son silence. Elle savait depuis au moins 2 ans. Elle avait vu assez de choses pour comprendre. Et pourtant, elle n'avait pas parlé non par indifférence, mais parce qu'elle n'avait eu personne à qui parler. Aucune victime n'était restée sur place assez longtemps. Aucune n'avait porté plainte depuis le Chili. Les signalements anonymes n'avaient rien donné. Catalina avait attendu qu'une procédure lui offre enfin un interlocuteur légitime. Ce soir-là, quand les agents ont frappé à sa porte, elle avait ouvert avant même qu'ils aient fini de frapper, comme si elle attendait. Son témoignage a constitué l'une des preuves de récidive systématique les plus solides du dossier. Marie-Hélène Vassaux lui a envoyé une lettre personnelle après la clôture de la procédure consulaire. Catalina a répondu en 2 lignes. Elle disait qu'elle espérait que la femme française allait bien. Je suis rentré à Rennes 12 jours après la date initialement prévue de mon retour. Franck était à l'aéroport. Sans les enfants, ils étaient à l'école, c'était un mardi. Il était là, avec son manteau sombre et son expression que je connaissais depuis 6 ans, celle qui ne laisse rien paraître de ce qu'il pense jusqu'à ce qu'il soit prêt à le dire. On s'est regardé. Il m'a pris ma valise. Il a dit « La voiture est au niveau -2 ». On a marché vers la voiture sans se parler. Dans l'ascenseur du stationnement, il a posé la valise et il a posé sa main sur mon bras. Juste ça. Sa main sur mon bras, j'ai pleuré pendant tout le trajet retour. Franck a conduit en silence. Ce silence de Franck que j'avais parfois vécu comme de l'indifférence pendant toutes ces années, ce soir-là, ce silence était la chose la plus douce qu'il m'ait jamais offerte. Les semaines qui ont suivi mon retour ressemblaient à une rééducation. Pas seulement au sens psychologique, au sens littéral. J'avais du mal à me concentrer sur des tâches simples. Je relisais les mêmes paragraphes sans les comprendre. Je sursautais quand le téléphone sonnait.
Mon médecin traitant m'a orienté vers le docteur Isabeau Lefranc, psychologue spécialisé en traumatisme relationnel. 48 ans, cabinet à Rennes, voit qu'il ne connaissait pas la précipitation. Notre première séance a duré 1 heure et demie. J'ai pas arrêté de parler pendant 1 heure et 10 minutes. Isabeau ne cherchait pas à me convaincre que ce qui s'était passé n'était pas de ma faute, parce que cette formule, répétée comme une incantation, ne m'aurait rien apporté. Elle cherchait à me faire comprendre comment ça s'était passé, la mécanique exacte. Parce que comprendre la mécanique, me disait-elle, c'est retrouver une forme de contrôle sur quelque chose qui vous a été retiré. Vous n'avez pas été piégé, malgré votre intelligence, vous avez été piégé à travers elle. Ce que Mathias a exploité, c'est votre capacité à évaluer rapidement les situations, une capacité réelle, légitime, qui fonctionne très bien dans votre contexte professionnel. Il vous a présenté un contexte professionnel. Votre cerveau a évalué, a conclu et a baissé la garde. Le piège était dans le contexte, pas dans votre jugement. Cette distinction m'a pris des semaines à vraiment intégrer, mais elle a tout changé. Isabeau m'a aussi aidé à traverser quelque chose que je n'anticipais pas. Le deuil. Pas le deuil d'une relation, je savais que cette relation n'avait pas existé. Mais le deuil de ce que j'avais ressenti pendant ces 9 jours. Parce que ce que j'avais ressenti, moi, était réel. L'impression d'être vu, le sentiment de légèreté, l'intensité des conversations, tout cela s'était produit dans mon corps et dans ma tête, indépendamment du fait que l'homme en face de moi était faux. Et perdre quelque chose de réel, même si ce quelque chose était fondé sur du mensonge, ça s'endeuille. Cette reconnaissance que j'avais le droit de pleurer quelque chose qui n'avait pas existé a été l'une des libérations les plus inattendues de toute ma thérapie. Les femmes les plus autonomes sont souvent les plus exposées dans ces situations, m'a dit Isabeau, précisément parce qu'elles ne se pensent pas vulnérables. Et la vulnérabilité non reconnue est la plus dangereuse, non pas parce qu'elle attire les prédateurs, mais parce qu'elle n'active pas les mécanismes de défense habituels. Avec Franck, les choses ont pris une autre dimension. Nous avons eu une conversation, une vraie, la première depuis longtemps, 2 semaines après mon retour, pas sur Santiago, sur nous, sur ce qui s'était doucement effrité entre nous sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait nommé. Franck n'était pas en colère. Je ne l'ai jamais vu en colère pendant toute cette période. Il était blessé, oui. Il l'a dit une fois directement avec la sobriété qui le caractérisait. Et puis il a demandé si je voulais essayer de comprendre pourquoi on en était arrivé là. J'ai dit oui. Nous avons commencé une thérapie de couple, non pas pour sauver quelque chose d'intact. Il n'y avait pas grand-chose d'intact à sauver, nous le savions tous les deux. Mais pour comprendre ce qui s'était fissuré et décider ensemble de ce qu'on voulait en faire. Ce qui est apparu au fil des séances m'a autant surprise que ce qui s'était passé à Santiago différemment. Franck avait vécu notre distance comme un échec silencieux dont il portait sa part. Il n'avait pas su comment percer l'armure de mon efficacité professionnelle pour atteindre la femme en dessous. Et moi, j'avais pas su lui montrer qu'il en avait la permission. On s'était tous les deux tus, chacun attendant que l'autre fasse le premier geste, jusqu'à ce que le silence devienne le seul langage qu'on maîtrisait ensemble. 1 an après mon retour de Santiago, Franck et moi étions toujours ensemble. Différemment. Plus honnêtement, il y avait quelque chose entre nous qui avait cassé, et quelque chose d'autre qui, dans cet espace, avait commencé à pousser moins poli, moins confortable, mais plus réel. Nos enfants n'ont jamais su les détails. Ils savent que leur mère est revenue d'un voyage difficile, que les adultes avaient des choses à régler entre eux, que la maison a été plus silencieuse pendant quelques mois. C'est suffisant. Le procès de Mathias Contreras Reis s'est tenu au tribunal pénal de Santiago plusieurs mois après son arrestation. Je n'y étais pas physiquement, j'avais donné ma déposition depuis Rennes, via l'ambassade, avec l'assistance d'Isabeau qui m'avait accompagné lors de la séance de préparation. Rojas avait constitué un dossier de presque 300 pages. Le téléphone de Mathias, ses relevés bancaires, les témoignages de Catalina et des autres victimes, les reconstitutions chronologiques, tout était là, organisé avec la rigueur d'un homme qui attendait cette occasion depuis 8 mois. Le tribunal pénal de Santiago a condamné Mathias à 6 ans d'emprisonnement pour extorsion aggravée, chantage, atteinte à la vie privée et escroquerie en série. Les dossiers des 6 victimes ont tous été joints à la procédure. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue. Sur les 7 200 € qu'il m'avait extorqués en comptant les transferts initiaux, et ce qu'il aurait exigé si j'étais resté, 3 400 € ont été récupérés. Le reste avait été dissipé ou dissimulé sur des comptes que les enquêteurs n'ont pas pu retracer entièrement. J'ai utilisé les 3 400 € pour payer les premières séances avec Isabeau. C'était pas un symbole voulu, c'était simplement pratique. Mais après coup, quelque chose dans cette affectation m'a semblé juste. Je suis retourné au travail 3 mois après mon retour. La première réunion de création que j'ai dirigée à l'agence, j'ai regardé mes collègues autour de la table et j'ai eu l'impression étrange d'être à la fois parfaitement à ma place et radicalement différente de la femme qui avait quitté cette salle
pour prendre un avion pour Santiago. Les deux choses étaient vraies simultanément. Séverine m'avait dit, la nuit où on avait parlé jusqu'à l'aube, tu es toujours la meilleure directrice artistique que je connaisse. Ce qui s'est passé là, ne change rien à ça. Je l'avais pas cru tout de suite. Mais elle avait raison. Je voyage encore pour le travail. Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, Berlin. Mais j'appelle Franck chaque soir quand je suis en déplacement. Pas parce qu'il le demande, parce que j'en ai envie. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est pas que les femmes fortes sont naïves. C'est pas non plus qu'il ne faut jamais faire confiance à un inconnu ou qu'il faut renoncer à l'intensité pour se protéger. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que les personnes comme Mathias n'opèrent pas malgré votre intelligence. Ils opèrent à travers elle. Ils lisent ce dont vous avez besoin, construisent le contexte exact dans lequel ce besoin devient une porte d'entrée, et ils attendent. Patiemment, avec une précision que vous ne voyez pas, précisément parce que vous êtes trop occupé à ressentir quelque chose que vous ne vous autorisiez plus depuis longtemps. Il y a une question qu'on me pose souvent depuis que j'ai accepté de parler publiquement de ce qui m'est arrivé. Les gens veulent savoir s'il y avait des signes. Des signaux que j'aurais pu percevoir, des incohérences que j'aurais dû relever. Et la réponse honnête est oui, il y en avait. Pas des drapeaux rouges. Criard Mathias était trop habile pour ça. Mais des aspérités, des moments où quelque chose dans ma poitrine avait légèrement résisté avant de se laisser convaincre. La façon dont il changeait de sujet quand je posais des questions trop précises sur son passé. La façon dont son téléphone était systématiquement face cachée sur les surfaces. La façon dont il n'avait jamais mentionné un seul ami, un seul collègue, une seule personne de son entourage que j'aurais pu croiser ou contacter. Ces aspérités, je les avais senties. Et je les avais ignorées une par une parce que le désir de croire était plus fort que le devoir de vérifier. C'est peu être ça la leçon la plus difficile à transmettre. Pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais qu'il faut apprendre à ne pas étouffer les signaux intérieurs sous le poids de ce qu'on veut que la réalité soit. Ces signaux existent pour une raison. Ils méritent d'être écoutés, même surtout quand ils nous dérangent. L'outil le plus efficace contre ce type de manipulation n'est pas la méfiance et la conscience. La conscience que le déplacement hors contexte crée une vulnérabilité réelle, même chez les personnes les plus compétentes. La conscience qu'une décision prise sous l'effet de l'euphorie mérite d'être regardée à nouveau le lendemain matin, à tête reposée, loin du contexte qui l'a généré. Et la conscience que demander de l'aide à son mari, à son ami, à une attachée consulaire à minuit heure chilienne n'est pas un aveu d'échec. C'est ce qui m'a sauvé. Mathias Contreras Reyes est en prison. Son téléphone est dans une salle de preuve à Santiago, avec 6 dossiers qui portent les prénoms de 6 femmes qui n'ont rien fait d'autre que de chercher quelque chose de réel dans un moment où leur vie ordinaire ne semblait pas assez. Je suis partie compétente et je suis rentrée brisée, puis j'ai compris que ces deux choses pouvaient coexister et que la deuxième ne détruisait pas la première. C'est pas une fin heureuse au sens où on l'entend habituellement, c'est quelque chose de plus difficile et de plus vrai que ça. C'est une vie qui continue différemment, avec des cicatrices qu'on apprend à porter sans qu'elles définissent tout ce qu'on est. C'est suffisant. Pour l'instant, c'est suffisant.